1, 2. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Je n'entends pas. Si, sans ça. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver au nom de Valrhona, au nom de la Fondation Valrhona. Je voudrais d'abord accueillir Madame la Ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, qui prend son temps pour venir ici, pour partager avec nous autour de la Fondation Valrhona, le programme Graines de pâtissier et surtout autour de l'apprentissage. Alors d'abord, je vais faire un truc qui ne se fait pas. Je vais vous demander d'applaudir l'engagement de Madame la Ministre pour tout ce qui est apprentissage. Il y a un gros programme au niveau du gouvernement. Parce il est toujours de bon ton de railler les politiques, mais il y a un énorme programme autour de l'apprentissage, de passer de 400 000 à 1 million d'apprentis. Je ne sais pas si c'est les bons chiffres, j'espère que c'est ce que j'ai lu. Donc, on a aussi la chance, et comme on est dans les métiers de la chocolaterie, de la pâtisserie, de la gastronomie, d'avoir un ambassadeur qui s'appelle, auprès de la présidence de la République, qui s'appelle Guillaume Gomez et qui porte, on va dire, la parole de la gastronomie française dans le monde entier. Donc, je pense que c'est une énorme chance qu'on n'a jamais eue dans le passé pour nos métiers, et on a passé un petit peu de temps avec nos graines de pâtissier tout à l'heure. Ils sont une dizaine, ils sont là, vous les voyez, ils peuvent se lever, on va les applaudir aussi. Et avec la ministre, on leur a mis une amicale pression, on leur a dit le rayonnement de la gastronomie française, c'est la pâtisserie, parce que la pâtisserie dans le monde, c'est la pâtisserie française. Donc voilà, vous venez à peine de démarrer dans ces métiers-là, vous savez ce qui vous attend, vous avez une grande responsabilité. Je voudrais revenir 2 minutes sur le programme Graines de pâtissier. On a démarré par une idée de quelqu'un de chez Valrhona qui dit bon, c'est bien, on est fiers de faire de l'excellent chocolat, en toute humilité, et on va continuer à le faire pendant les prochaines années. On est fiers de former des milliers de professionnels dans le monde entier grâce à nos écoles, à Tain-l'Hermitage, à Paris, 47 rue des Archives, juste derrière, à Tokyo, à New York aussi, à Milan, à Barcelone, etc. Demain à Dubaï, demain à Shanghai, à Séoul aussi. Mais on s'est dit, demain, c'est l'avenir de la pâtisserie, c'est quoi? D'abord, il faut des pâtissiers. Il faut des gens qui ont envie de travailler dans l'artisanat. L'artisanat, c'est un métier qui est important en France. Donc, on a démarré la première année avec l'école de la seconde chance à Valence. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens de l'école de la seconde chance ici, voilà, mesdames. Donc, merci de nous accompagner sur ce programme. Et la première année, c'était 2017, donc c'était il n'y a pas longtemps. Il y avait 4 jeunes qui ont démarré le programme. 4 jeunes, ça fait pas beaucoup. Là, on est en 2023, il y a eu le Covid entre les deux. Maintenant, c'est 430 jeunes qui sont passés par ce programme. Mais ce programme, il existe grâce aux énergies, à la fois de Valrhona, des écoles de la seconde chance, et du ministère du Travail qui subventionne le programme. Donc moi je crois très fort à ces partenariats publics-privés. Et en tout cas, s'il y a bien une chose dont je suis fier et tous les collaborateurs de Valrhona sont fiers, c'est ce programme Graines de pâtissier. Donc j'ai quelques personnes à remercier, faut pas que je les oublie. Donc il y a évidemment toutes les centres de formation et tous les CFA qui accompagnent ces jeunes. Je rappelle que c'est un programme d'initiation à la pâtisserie pour après éventuellement se diriger vers les métiers de la gastronomie. Et sur les 430 jeunes qui sont passés dans ce programme, il y en a 50% qui ont poursuivi dans les métiers de bouche, et on en a quelques-uns. Il y a, où est-ce qu'elle est, Anna, tout à l'heure je l'ai vue, et ben voilà, elle est là, elle a passé son CAP, et puis maintenant elle travaille chez un patron. Elle était en quelle année tu as fait le programme? Il y a 2 ans. Donc vous voyez, tout va assez vite. J'avais 2 personnes à remercier qui sont, mais je ne veux pas me tromper sur les noms, qui sont Élodie, je ne vois pas où c'est écrit sur la feuille.
et Rossana Ledru et Deli Toulel qui travaillent avec nous tout seuls, voilà, toutes les deux, et qui travaillent à la DGREP. Alors ça, j'ai lu, je sais même pas ce que c'est, mais et la Caisse des dépôts en tout cas, parce que évidemment pour tous ces programmes, il faut des financements publics aussi. Donc je salue aussi l'équipe de la Fondation Valrhona qui est à l'origine de ce programme. Donc il y a le fondateur de la fondation, c'est un gros métier, donc Franck Vidal, Pierre Ranier qui fait partie de la fondation, Jérôme Coutan, je ne sais pas où il est, voilà, il est là-bas. Donc tous ces gens qui œuvrent, et puis Mélissa et Camille, alors où elles sont, qui ont organisé l'événement et qui œuvrent pour nos graines de pâtissiers. Donc bravo à tous ces graines de pâtissiers. On a 4 CAP, donc il y avait Anna, Feda, Adrien et Cyprien. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous là, mais tous ceux qui ont passé leur CAP, on peut les applaudir, ils peuvent se lever, on peut les applaudir. Et pour terminer, je vais remercier aussi tous les pâtissiers et tous les professionnels qui acceptent de prendre des jeunes. Notre métier, la gastronomie, c'est un métier de transmission. Et eux aussi, ils ont été apprentis un jour, et c'est parce qu'ils ont été apprentis qui tiennent. En tout cas, j'en ai jamais un avec qui j'ai parlé au téléphone qui m'a dit non, je prendrai personne. Ils savent que ça fait partie du métier. On est dans des métiers de transmission. Puis je les remercie pour ceux qui sont là aujourd'hui, parce que dans un mois c'est Noël et les pâtissiers travaillent beaucoup à Noël. Donc voilà, merci à tout le monde. On me fait signe que j'ai déjà trop parlé, mais je vais laisser la parole à Madame la ministre Carole Grandjean. Merci. Merci. Est-ce qu'un directeur général parle trop ? Jamais trop, on est d'accord. Monsieur le directeur général, cher Éric Marchisio, c'est beaucoup de plaisir de vous rejoindre ici. Je sais votre engagement, Madame la présidente de la Fondation, chère Madame Chaumont, Madame la déléguée générale de la Fondation, Madame Fourneau. Je voudrais aussi saluer, Mesdames et Messieurs, les partenaires du projet. Vous êtes ici nombreux, mais aussi, Mesdames et Messieurs, les représentants de la Caisse des dépôts. Je sais qu'il y en a ici également. Je voudrais évidemment saluer nos pré-apprentis, nos apprentis, nos ex-apprentis graines de pâtissiers. On est vraiment très heureux de vous voir aussi nombreux ici et surtout aussi heureux. Et puis j'ai envie de dire chers amis, parce qu'ici c'est évidemment en toute amitié et sincérité qu'on est là. Je voudrais vous dire que on est avec mon équipe ici présent très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, parce que le dispositif de prépa apprentissage que nous avons jusque-là expérimenté est pour nous un vrai outil qui nous permet de donner toute sa place à l'apprentissage. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que bien sûr c'est un succès. L'apprentissage, on est passé de 280 000 contrats d'apprentissage en 2017 et nous sommes à près de 840 000 en 2022, et j'espère que nous serons un peu plus encore en 2023 de nombre d'apprentis. C'est donc une réussite, j'ai envie de dire, en nombre. C'est aussi une réussite parce que l'apprentissage a été développé dans tous les secteurs d'activité, à tous les niveaux de diplôme et partout en France. Parce qu'effectivement, on avait certains territoires qui ne faisaient pas d'apprentissage, ou très peu. Et donc c'est une vraie réussite et une vraie équité aussi pour les territoires d'avoir un accès à l'apprentissage pour nos jeunes, qui, on le sait, fait ses preuves en matière de taux d'emploi, puisque 7 apprentis sur 10 réussissent à s'insérer dans l'emploi à l'issue de leur apprentissage. Alors c'est un succès bien sûr, mais c'est aussi pour nous toujours source de réflexion sur bien sûr les questions de financement, mais au-delà de ça, les questions de qualité. Et au travers de la qualité, il y a l'idée que un maximum de jeunes, quel que soit au fond son origine sociale, ses difficultés à s'orienter et sa capacité à identifier les bons dispositifs, les bons centres de formation, les bonnes entreprises, puissent accéder à la formation. Et c'est aussi une des clés que permet la prépa apprentissage, que d'aller chercher des jeunes les plus éloignés des dispositifs de formation qui viennent aussi réfléchir à un projet professionnel. On en discutait tout à l'heure il y a quelques instants, c'est pas si facile pour un jeune de
savoir ce qu'ils souhaitent faire dans la vie. Évidemment, c'est une démarche qu'il nous faut pouvoir renforcer au niveau de la société. Alors c'est ce que permet la prépa apprentissage et je souhaite le saluer, travailler ce projet-là, consolider finalement l'envie de rentrer dans le dispositif de formation et puis in fine peut-être de trouver sa voie. Et trouver sa voie, on le voit bien, c'est pas facile du tout. Je dis souvent ce chiffre-là, mais il me paraît absolument saisissant. C'est dans les dispositifs de transition professionnelle, 40% des dispositifs qui sont mobilisés par des moins de 35 ans. Alors ça veut dire quoi, des reconversions professionnelles à moins de 35 ans ? Parfois, bien sûr, ça peut être un métier qui s'éteint ou une filière qui s'éteint. Enfin, assez rarement, c'est principalement le fait de mieux se connaître et le fait de mieux connaître l'environnement du travail et donc les métiers. Et donc, au fond, à ce moment-là, de se dire, mais je suis partie dans telle direction, mais c'est pas celle que je souhaitais réellement pouvoir effectuer. Et donc, j'ai beau avoir 30 ans ou 28 ans, et ben en fait, je vais changer de cap et je vais reprendre une formation et changer déjà de métier. Ça te parle évidemment pour nous en responsabilité sur cet enjeu de faire mieux découvrir les métiers. Et c'est ce que nous engageons avec Gabriel Attal au collège pour faire découvrir une 50aine de métiers aux collégiens, 5e, 4e, 3e, qu'ils découvrent des métiers de secteurs différents et non déterminés par territoire. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis sur un territoire très industriel ou avec peu d'accès à la culture que je dois pas découvrir ou que je dois surdécouvrir ces métiers-là. Donc c'est vraiment de découvrir des métiers dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, les jeunes, bien souvent, ils découvrent les métiers en fonction de ce que font leur entourage familial ou leur entourage amical. Et c'est donc souvent une dizaine de métiers qu'ils connaissent quand ils font un choix d'orientation. Et puis le deuxième chiffre que j'aime bien citer, mais parce que je le trouve très parlant aussi, c'est que dans Parcoursup, 50% des vœux se concentrent sur 5 formations. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que 5 formations sont magnifiques et toutes les autres sont en reste. Ça veut dire qu'en fait, bien souvent, ces jeunes ont une représentation des filières qui sont dites positives, valorisantes. Ça veut dire aussi qu'ils méconnaissent les métiers. Et donc, ça vient vraiment parler de comment est-ce qu'il faut qu'on valorise les métiers et comment est-ce qu'il faut qu'on fasse mieux connaître les métiers. C'est vraiment 2 enjeux fondamentaux sur lesquels je travaille beaucoup et pour faire mieux découvrir les métiers et pour casser certaines représentations sur les métiers, notamment des métiers qui sont très genrés. Par exemple, en lycée professionnel, j'ai 0% de filles en énergie. Donc il nous faut travailler sur ces questions-là, casser un certain nombre de représentations qui sont attachées à des métiers qui ont en fait très fortement évolué. Et donc c'est par la découverte des métiers qu'on y arrivera. Et puis c'est par cette prépa apprentissage qu'on va aussi faire l'unité du pays, qu'on lui donne du sens aussi, parce qu'en fait vous êtes notre avenir. Et vous êtes notre fierté, je vous le disais à l'instant. J'espère que vous êtes aussi fiers que nous, on est fiers de vous. Mais soyez assurés que vous avez toute votre place dans la société et que vous êtes son avenir. Donc prenez votre place, prenez le temps d'observer, prenez le temps d'apprendre, évidemment. Mais toujours, dites-vous que vous avez votre place et que par le travail, par l'envie, par les rencontres que vous allez faire, vous allez faire le chemin que vous avez envie de vous dessiner et vous êtes sur un métier qui vous ouvre de multiples horizons et c'est ce qui est assez formidable. Vous allez donc définir vous-même quel est l'horizon que vous avez envie d'atteindre. Et pour cela, nous allons évidemment travailler à renforcer la prépa apprentissage parce que ça a été expérimental. Nous souhaitons pouvoir l'installer dans les dispositifs d'accompagnement des jeunes. C'est donc déjà en 4 ans, plus de 65 000 jeunes. Je voudrais quand même donner quelques chiffres parce que c'est important de l'identifier. 30% résidaient dans des quartiers prioritaires de la ville ou sur une ZRR, mais c'est aussi 7% de jeunes qui étaient en situation de handicap. Et puis 83% d'entre eux n'avaient pas le niveau bac en entrant dans le dispositif. Donc c'est vraiment pour nous un vrai levier d'insertion dans les dispositifs de formation et notamment ceux par apprentissage qui sont au fond assez sélectifs puisqu'il faut être retenu par un organisme de formation et par une entreprise. C'est donc vraiment un tremplin qu'on souhaite pouvoir accélérer,
encouragés. Et donc c'est pourquoi la nouvelle période du plan d'investissement dans les compétences prévoit la poursuite du dispositif jusqu'à 2027 pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de renouveler leur engagement dans le dispositif ou de l'intégrer. Donc nulle raison pour la Fondation et pour tous ses partenaires de ne pas poursuivre l'engagement et de ne pas le développer. D'ailleurs, on a été sensible à vos alertes et à ceux de nombreux porteurs de projets quant aux conditions de la transition 22-23, 2022-2023. Et donc, on a évidemment souhaité à tout prix éviter les effets stop and go du j'attends les nouvelles orientations budgétaires et les nouvelles directives et donc je dois attendre de passer le cap de cette nouvelle année pour remettre de nouveaux projets en route. Donc on a fait en sorte que ce stop and go ne soit pas une réalité cette année, notamment d'abord parce que ça aurait porté atteinte à l'engagement bien sûr des équipes, mais surtout ça n'aurait évidemment pas servi les jeunes. C'est donc une poursuite de l'action au-delà du 31 décembre 2022 que nous avons décidé, et ce jusqu'à la fin de l'année 2024. Vous pourrez donc réaliser ces entrées en continu jusqu'à fin 2024. Ça vous permettra bien sûr de réaliser les objectifs quantitatifs dans les meilleures conditions pour les jeunes comme pour les équipes pédagogiques, et je sais que vous êtes sensibles. Et puis ça permettra aussi, pour ceux qui le souhaitent, de revoir les objectifs que vous vous êtes fixés et pour procéder à des abondements pour ceux qui le souhaiteraient et de prévoir des entrées supplémentaires en 2024. Vraiment, voilà, je voudrais remercier tous les partenaires parce que, monsieur le directeur général le rappelait, c'est une aventure collective. C'est évidemment avec le réseau des écoles de la deuxième chance, des EPID, des missions locales, des CFA, des chambres des métiers, des lycées pro. N'hésitez pas non plus à vous rapprocher d'eux, qu'on arrive effectivement tous ensemble à soutenir ces jeunes qui, évidemment, ont toute leur place à prendre dans la société et les aider à faire, au fond, le diagnostic de qui ils sont, ce qu'ils souhaitent, et de les accompagner dans leurs projets de manière individualisée pour répondre aux freins qui peuvent être les leurs, et de les accompagner sur, à mon avis, une graine fondamentale, puisqu'on est dans les graines, c'est la confiance en eux. Vraiment, je crois que c'est essentiel. Si on veut avoir de l'ambition, il faut d'ores et déjà qu'on ait de la confiance en soi. Et cette confiance en soi, elle est à encourager. Enfin, je ne sais pas c'est vous, mais moi en tout cas, à mes enfants, je leur dis souvent, je suis fière de toi, etc. On veut vous encourager, on veut vous dire à quel point on a, nous, confiance en vous, à quel point vous avez des trésors de compétences que vous allez développer tout au long de votre parcours professionnel. Et donc, on est avec, je crois, chers acteurs de la Fondation, chers partenaires, je crois toutes et tous ici, dans un vrai témoignage de volonté de transmission et de soutien à cette idée aussi de rentrer dans cette promesse républicaine qui est que chaque jeune doit avoir sa place dans la société. Et je voudrais vraiment remercier la Fondation qui est fer de lance sur ce message-là. Et donc merci à vous, chère Irène de Pâtissier. Accrochez-vous, persévérez, ayez confiance bien sûr en vous, en vos accompagnateurs et vos formateurs. Et je suis certaine que d'ici quelques semaines, quelques mois, les horizons que vous vous serez fixés seront les vôtres. À très bientôt. Bonjour à tous. Est-ce que quelqu'un de technique peut m'aider, s'il vous plaît, ou quelqu'un avec des forts muscles, à prendre cette table-là et la mettre en bas, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Super. Juste faire un petit peu. Hop, hop, hop. Donc, bonjour à tous. Un grand merci d'être là. Si on pouvait avoir un autre micro, ce serait fantastique. Pour deux personnes ou deux autres micros. Alors, on est ravis d'être là avec vous aujourd'hui pour animer une table ronde autour de ces pâtissiers de demain. Qui sont-ils? Comment travaillent-ils? Quelles sont leurs caractéristiques, leurs attentes par rapport à la génération précédente?
Moi, je suis Juliana Lepan. Je m'occupe de l'innovation, du marketing et de la RSE au sein de Valrhona. Et je suis hyper contente d'être là parce que c'est un projet qui nous tient tous à cœur au sein de l'équipe et plus globalement aussi au sein des parties prenantes qui œuvrent tous les jours pour développer ce projet. Chez Valrhona, vous le savez, on parle souvent de pâtisserie de demain, avec l'école là au service du goût et du plaisir. Et par rapport à la journée d'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de se dire ok, on parle de la pâtisserie de demain, à quoi elle ressemblera, mais les gens qui la feront demain, qui sont-ils ? Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc il y a Graines de pâtissier, qui est une initiative qui tente de répondre à cette question-là, de les pâtissiers de demain, qui seront-ils, comment travailleront-ils ? Mais on pense que le sujet est plus large que ça. Et c'est pour ça qu'on fait appel aujourd'hui à 4 experts qui sont engagés, qui sont extrêmement pertinents sur cette thématique des pâtissiers de demain. Et du coup, je vous invite à accueillir tout d'abord la fameuse Emmanuelle Duez, qui est entrepreneur, spécialiste des mutations du marché du travail et du management intergénérationnel. Emmanuelle, elle est créatrice de The Boson Project, en 2012, qui est un projet fondé sur la révolution managériale, qui amène la jeune génération et ses aspirations complètement déroutantes. De ce projet est né le programme Youth Forever, qui a vocation à fédérer et faire monter en puissance les engagements des organisations à l'égard de la jeunesse. Donc Emmanuel, on est ravis de te recevoir. On reçoit aussi Nadia Mazouzi. On est super contents aussi. Alors Nadia, elle a passé 20 ans au service des apprentis. Elle a été directrice adjointe d'un centre de formation parisien. Elle a fondé Déclic, qui est une structure de formation et d'accompagnement. Elle est aussi ambassadrice du mouvement Calista, qui est un mouvement qui lutte contre les discriminations en tout genre dans le monde de la gastronomie. Et elle est ambassadrice de ce mouvement avec d'autres chefs comme Emmanuel Renaud ou Angelo Musa. Bienvenue, Nadia. On a maintenant la chance aussi d'avoir Frédéric Cassel. Bonjour. Frédéric Cassel, il est créateur et directeur général de la maison Cassel, qui est une pâtisserie à Fontainebleau depuis 1994, qui s'étend jusqu'au Japon, en passant par l'Allemagne et le Maroc. Et il est également membre des Relais Desserts, dont il a été précédemment président. Bienvenue Frédéric. Et enfin, Steven Géraud. Alors Steven, si je peux te mettre au milieu, comme ça il y aura la lumière sur toi. Steven, donc responsable de la marque Frédéric Cassel. En gros, Steven, il est arrivé en tant qu'apprenti dans la maison Cassel. Aujourd'hui, c'est le bras droit de Frédéric. Et Steven, il s'occupe de toute la gestion des laboratoires et le développement des recettes à l'international. Donc on est super content de vous avoir tous les 4 aujourd'hui pour parler de ce sujet hautement important pour demain. Non, vous inquiétez pas, vous êtes très bien là. Je vais m'asseoir parce que j'ai envie de tous vous voir. Ouais, c'est vrai qu'il ne faut pas que je tombe, ça serait dommage. On va commencer avec une question pour Emmanuel. Donc Emmanuel, pourriez-vous nous parler des jeunes générations ? Qui sont ces jeunes et qu'est-ce qui les caractérise ? Alors, on va prendre un... Merci Nadia. Est-ce qu'il est sur Anne ? Ça marche. Merci de l'invitation, Juliana. Bonjour à tous. C'est toujours délicat de répondre à cette question parce qu'en fait, les jeunes, c'est une population hyper hétérogène. En plus, il y a plein de jeunes dans la salle, donc je vais sortir et vous allez me dire mais je suis pas du tout comme ça, c'est n'importe quoi. Aucune génération n'a jamais été homogène. Ça n'existe pas. Pour autant, on est en capacité aujourd'hui de partager quelques éléments un peu clés sur ce qu'on appelle la génération Z, donc née après 1995, qui représente 32% de la population mondiale et qui est une population qui interpelle dans le monde de l'entreprise parce qu'elle pose sur le travail et plus que le travail en fait sur l'engagement et sur la vie
un regard qui est substantiellement différent de ses aînés. Chaque génération est différente de la génération précédente. Ce qu'on appelle une cohorte générationnelle, c'est des hommes et des femmes qui grandissent dans un contexte où ils vont forger des valeurs, des repères, des références qui sont les mêmes. C'est ça qu'on appelle une génération. Et là, on voit que sur cette toute jeune génération, il y a une amplification des phénomènes qui étaient déjà portés par la génération Y, la mienne. Première génération digitale qui a induit une transformation managériale très profonde. Donc on a une amplification et en fait on a aussi une rupture, et c'est de ça dont je vais vous parler pendant 2-3 minutes, une rupture provoquée par la pandémie. Tu as parlé en introduction pour me présenter de Youth Forever, qui est une ONG qui a été créée en pleine pandémie avec une douzaine d'entreprises à la suite d'une étude qu'on a réalisée pour L'Oréal au niveau européen sur les moins de 25 ans. Où L'Oréal s'est posé la question, qu'est-ce que la pandémie, qui est inédite dans l'histoire de nos entreprises et inédite dans l'histoire des hommes et des femmes, dans les sociétés modernes, fait émerger comme nouvelle responsabilité de nos autres entreprises vis-à-vis de cette jeune génération. Rien que la question est intéressante. On est donc allé à la rencontre de cette jeune génération et on a découvert une génération qu'on pourrait qualifier d'en proie à une triple détresse. Une détresse scolaire, une détresse économique et une détresse psychologique. Ça, c'est la partie pas cool de mon discours. Après, ça devient plus enthousiasmant. Mais c'est très important d'appeler un chat un chat. Pendant la pandémie, vous avez 8 jeunes Français sur 10 qui ont décroché dans leurs études. Pour 38% d'entre eux, le décrochage est critique. Ce sont des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui sur le marché de l'emploi et qui voient les portes se refermer. Ça, c'est un exemple de cette difficulté scolaire. La difficulté économique, je vous partage un chiffre américain, les jeunes d'aujourd'hui sont plus pauvres que toutes les générations précédentes et ne pourront pas rattraper les générations précédentes. Deuxième élément, le taux d'emploi précaire parmi les 15-24 ans. Dans les années 82, c'était en 1982 17,3%. En 2020, c'est 52,6%. Donc dans un contexte où on parle de plein emploi, etc., c'est bien aussi de s'en rappeler. Puis dernier élément, vous avez 40% des jeunes de la génération Z qui ont 2 jobs en même temps pour des raisons de nécessité alimentaire. Quand vous ajoutez cette détresse scolaire et cette détresse économique, vous avez tous les ferments d'une détresse psychologique. Et là, les quelques chiffres que je vais vous donner sont hallucinants, et c'est hallucinant qu'on n'en parle pas. Sur les 10 dernières années, vous avez une augmentation de plus 51% du taux de suicide des moins de 25 ans. C'est plus 87% sur les jeunes femmes de moins de 25 ans. Aujourd'hui, dans plus de 100 pays dans le monde, le suicide est la première cause de mortalité des moins de 25 ans. Cette vérité chiffrée que je viens de vous partager, c'est ce qu'on a découvert au niveau européen quand on est allé rencontrer des jeunes hommes et des jeunes femmes de plein de formations, de plein de milieux et de plein de pays. Et pour autant, à aucun moment on a été en face d'une génération de victimes. Jamais. On a été face à une population hyper résiliente qui fait de ces difficultés de vie et de lancement dans la vie, parce que c'est bien de ça dont on parle, un état de fait. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Donc une population résiliente, une population très sensible à des sujets comme la diversité, le respect ou l'inclusion, qui sont érigés en étendard générationnel et qui sont attendus de la société comme de l'entreprise. Une population également très pragmatique, ultra informée, pragmatique voire prudente. Et là, c'est intéressant, je vous livre le verbatim d'un jeune. On n'est pas cynique, mais pas loin. Le mot qu'on a entendu en permanence, et ce dans toutes les langues, c'était « mais à quoi bon ?» À quoi bon l'engagement? À quoi bon le travail? Finalement, j'ai la sensation d'être une génération empêchée de prendre mon envol à ce moment crucial, qui est la sortie de l'enfance pour entrer dans l'âge adulte, empêchée par le contexte, empêchée par la pandémie. Et puis quand je me projette sur le temps long, difficulté à imaginer qu'il y a un avenir pour moi dans un contexte parcouru par les transitions environnementales et le flot de mauvaises nouvelles qui assombrissent considérablement
le futur projeté de ces jeunes générations. On parle beaucoup en ce moment, j'imagine que ça vous a pas échappé, d'une génération no kids, parce que les chiffres sont en croissance énorme, pas simplement de jeunes qui disent qu'ils ne veulent pas d'enfants. Mais la fécondité, elle plonge. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui ont dit qu'ils ne voulaient pas d'enfants et qui, à 30 ans, décident de ne pas en avoir. Donc, ça, c'était un panorama un peu global. Ensuite, dans des questions suivantes, on ira plus en détail sur, du coup, on fait quoi ? Retenez juste sur ce panorama global qu'il est mondial, parce que la génération dont on parle est une génération mondialisée, que les chiffres que je viens de donner sont des chiffres qui touchent les populations col bleu et les populations col blanc, et qu'il est une erreur de se dire « oui, mais il y a des jeunes qui sortent de banlieue, donc la planète, ils s'en foutent, ça fait pas partie de leur cadre de vie ». Ça n'est pas vrai. Vous avez ce chiffre complètement hallucinant de 56% des jeunes dans 10 pays, parmi lesquels la Nouvelle-Zélande, les États-Unis ou la Grande-Bretagne, qui considèrent que l'humanité est condamnée. 56%. Donc il est très important, quand on parle de cette jeune génération, d'avoir ces éléments globaux de situation pour comprendre exactement de quoi on parle. On parle d'une génération qui est le reflet de l'époque. On parle d'une génération qui est en fragilité, mais qui est immensément résiliente parce qu'elle n'a pas le choix. Et on parle d'une population qui entretient avec le rapport au temps, le rapport à l'engagement et le rapport à l'autre, une relation qui est très différente de celle de ses aînés. Si on ne comprend pas ça, et si on n'adosse pas à cet état des lieux un regard empreint de bienveillance, d'ouverture, de générosité, en fait, on ne comprend rien. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est extrêmement clair. Nadia, maintenant, forte de votre expérience en centre de formation, les profils que décrit Emmanuel sont-ils des profils de pâtissiers qui pousseraient demain les portes d'un CFA ? Est-ce qu'il existe un type de profil spécifique concernant les pâtissiers de demain ? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais remercier la Fondation Valrhona. Je suis très fière d'avoir mis en place ce partenariat il y a quelques années, donc ce dispositif qui donne la chance aux jeunes. Donc, je voulais remercier Carole, Camille, Mélissa. Je voulais démarrer par ça. Oui, alors les profils, qui sont ces jeunes qui veulent faire de la pâtisserie ? J'ai pu, pendant ces dernières années, on va dire répertorier 3 catégories. Alors bien entendu, chaque jeune a sa spécificité, son parcours, ses bagages, mais on va dire que la première catégorie, ce sont des jeunes, ce sont des profils de jeunes en difficulté. Le système scolaire ne leur convient pas, ils ne sont pas très à l'aise dans le système scolaire, donc ils vont, eux, s'orienter vers la voie professionnelle où leurs professeurs les inciter fortement. Ces jeunes-là, quand on les a en entretien de motivation, en entretien de recrutement, on leur pose la question, mais pourquoi la pâtisserie en particulier ? Ils répondent tout de suite, j'adore les gâteaux. Bon, ce sont des gourmands, très bien. J'ai vu ma grand-mère faire telle tarte, ça me motive. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Donc, ce que l'on voit dans les émissions a énormément influencé cette catégorie de jeunes. Ensuite, j'ai pu répertorier une deuxième catégorie de profils de jeunes. Des jeunes avec un bon niveau scolaire, qui pourraient aller en terminale sans aucun problème, mais qui vont faire le choix assumé d'un métier artisanal, qui vont préférer ce métier par passion, tout simplement. Et une troisième, catégorie de jeunes plus matures, plus âgés. De plus en plus, d'ailleurs, ce sont des adultes en conversion. Donc, j'ai eu, par exemple, l'occasion de faire un entretien de recrutement, je me souviens très bien, avec un journaliste qui avait 26-27 ans, assez surprenant, avec autant d'années d'études d'un seul coup. Mais cette volonté, cette passion alors, ils ont très bien, par rapport aux 2 premières catégories, ce sont des profils avec un projet bien construit, avec une volonté derrière de vraiment créer leur propre entreprise, leur propre boutique de pâtisserie. Donc des profils en conversion ou tout simplement parce que l'université ne leur convient plus
et ils se tournent vers les métiers de la pâtisserie par passion. Et de toute façon, on assiste bien à un engouement vers les métiers de l'artisanat, de plus en plus. Voilà. Merci beaucoup, Nadia. Steven, à votre tour. Steven, vous qui êtes le plus proche de cette jeune génération parmi nous tous, bon, Frédéric, il s'en rapproche aussi un peu. Steven, est-ce que vous vous retrouvez dans ce que Emmanuel et Nadia ont décrit ? Oui, je me retrouve beaucoup dans ce que Nadia a dit au niveau des profils. Maintenant, comme Emmanuel l'a dit, on ne peut pas englober tout le monde dans ces profils-là. Moi, au laboratoire, j'ai une dizaine de jeunes qui sont plus jeunes que moi, et chacun a un profil différent. Si on va voir chacun d'eux, ils ont un parcours, un profil différent. J'en ai un qui était, on peut dire, un peu en décrochage scolaire. Un autre où c'était complètement l'inverse. Il a été poussé par ses parents à aller sur un master. Il a eu son master et à la fin, il a dit moi, ça, c'est pas pour moi. Je veux être pâtissier, quoi. Donc, ouais, il y a beaucoup de profils différents. Moi, pour ma part, j'étais un élève moyen, une moyenne correcte, et je me suis aiguillé là-dedans parce que c'est ce que j'aimais. En fait, finalement, le point commun sur tous ces profils, c'est la passion. Merci beaucoup, Steven. Et la passion, c'est intéressant d'en savoir un peu plus sur la passion. Comment est-ce qu'elle est venue, cette passion, chez vous ? Chez moi, du plus loin que je m'en souvienne, en tout cas, c'est... en fait, je ne m'en rappelle pas. Je ne sais pas pourquoi. J'aimais déjà tout ce qui était manuel, pas forcément la pâtisserie ou la cuisine, mais je savais que j'allais faire quelque chose avec mes mains. Ça, c'était évident pour moi. Et j'ai d'abord commencé à faire de la cuisine, et c'est petit à petit que je me suis dirigé vers la pâtisserie. Très bien. Merci, Steven. Maintenant, concernant le marché du travail, Emmanuel, alors vous pouvez vous partager les micros, hein, c'est possible. Alors là, vous passez le même, c'est bien, mais... Emmanuel, sur le marché du travail, quelles évolutions avez-vous constatées concernant cette génération par rapport aux générations de nos parents, les générations précédentes ? Il y a des tonnes de trucs, donc j'ai travaillé. J'ai essayé d'identifier quelques éléments un peu saillants. Déjà en introduction, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour la génération des baby-boomers, on restait toute sa vie dans une entreprise et on grandissait dans cette entreprise. Ensuite, avec la génération X, donc ceux qui sont âgés de 45 ans aujourd'hui, on a connu des premières ruptures et le premier job, il durait 7 ans. Et ça, c'était déjà à l'époque une révolution. Parce que on changeait d'entreprise, en fait. La génération X, c'est la première génération qui a conçu la carrière comme étant quelque chose de délinéarisé. On pouvait grandir dans un métier, mais dans des entreprises différentes. Même passer d'entreprise en entreprise est devenu valorisant, en se disant qu'on exerçait son métier différemment. Depuis cette rupture-là, en fait, la temporalité du premier job n'a fait que se réduire. Pour la génération Y, celle à laquelle j'appartiens, c'est 18 mois, le premier job, et c'est quelques mois pour la génération Z. Alors évidemment, ça provoque des difficultés majeures pour les employeurs, mais à un moment donné, en fait, il faut aussi le prendre pour ce que c'est-à-dire que c'est un état de fait. Ça veut dire que le premier job, c'est le pédiluve de l'entrée dans la vie professionnelle, et que les employeurs, ils doivent donner envie, continuer un apprentissage qui n'est pas abouti, accepter le fait que peut-être à 70%, ils partiront pour aller ailleurs, mais fort d'un enseignement qui leur sera utile toute la vie. Ensuite, quand on rentre un petit peu plus dans le deal, le rapport au travail, il est présidé par ce qu'on appelle le contrat psychologique. Quand on s'engage pour quelque chose, et dans le travail c'est très vrai, en fait on donne quelque chose et on attend quelque chose en échange. C'est pour ça qu'on parle de deal. Le deal des très jeunes générations, si moi, à l'aune des 12 ans de mission, de transformation et d'accompagnement sur ces sujets qu'on a réalisés, on devait sortir 4-5 majeurs, je vous aurais dit. Le premier élément, c'est qu'en fait, on ne parle plus de work-life balance, donc l'équilibre vie pro, vie perso, qui était très importante pour nos mères, très importante, et qui a amené dans l'entreprise des transformations de méritocratie, de transparence des règles du jeu, d'évaluation sur la performance et pas simplement sur le présentéisme. Ça, c'est nos mamans déjà.
On ne parle plus là pour cette génération de work-life balance, on parle de work-life integration. C'est-à-dire que la vie, elle est dans l'entreprise. Il n'y a pas un équilibre, il y a un savant mélange des deux. Et ça, c'était une transformation déjà à l'œuvre qui a été ultra accélérée par la pandémie. Parce que pendant 2 ans, le travail s'est invité dans les vies de chacun. Le travail, il est rentré dans nos familles, dans nos couples, dans nos cercles d'amis. Il ne nous a pas demandé si on était d'accord. Du coup, au sortir de la pandémie, c'est une jeune génération qui avait déjà cette tendance-là, très accentuée par le digital, qui est retournée regarder son travail avec sa vie tout entière. Nous, on avait écrit un article qui avait fait beaucoup de bruit, qui disait « Comme je vis, je travaille ». Et non pas comme je travaille, je vis. Comme je vis, je travaille. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le collaborateur Emmanuel ou la pâtissière Emmanuel, et puis la vraie Emmanuel dans la vraie vie, telle que les voient les amis. Non. Tout est mélangé, donc je vais chercher dans mon travail la même chose. Je vais chercher des amitiés sincères. Je vais chercher des gens que j'aurais envie de suivre. Du coup, j'ai une exigence vis-à-vis du travail en termes de sincérité et d'intensité qui est beaucoup plus importante que par le passé. Je ne compartimente pas, c'est un tout. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, qui peut paraître paradoxal par rapport à ce que je viens de vous partager, c'est que non seulement j'ai une seule bulle, qui est la bulle sociale, personnelle, professionnelle, voilà, tout ça c'est mélangé. Mais quand même, vis-à-vis du travail en tant que tel, j'entretiens une distance saine. Donc j'ai une seule bulle, mais vis-à-vis de mon travail, j'ai bien en tête les burn-out, les excès que j'ai pu observer autour de moi, chez mes parents, dans un rapport au travail qu'on pourrait qualifier de pathologique. Je l'ai bien en tête. Donc c'est une seule bulle, mais dans mon travail, je manage la distance. Émotionnellement parlant, je manage la distance. Ça, c'est très dur pour les dirigeants, les managers qu'on accompagne de l'accepter. Parce qu'en fait, et je pense que c'est très vrai dans le monde de la pâtisserie, parce qu'on travaille dans le monde de la gastronomie de manière générale, où on a toujours conçu un travail de passion, donc une intensité absolue. On donne tout ce qu'on est. Et le tout, c'est tout son temps. Et c'est toute sa vie. Et donc là, c'est une espèce de boule où il y a tout dedans, mais on ne donnera pas toute sa vie. On manage la distance. Et ça, en fait, il faut, je crois, quand on est un dirigeant aujourd'hui, faire le deuil de ça. Et je le dis de manière très sereine, parce que j'ai dû faire le deuil de ça. Moi, je suis un entrepreneur, j'ai plusieurs boîtes. En tout, j'ai une 60aine de salariés. Et quand la pandémie est arrivée, je les ai vus couper le cordon de cette relation hyper intense et absolue que j'avais créée parce que c'est la mienne. Et franchement, ça m'a fait mal. Et à un moment donné, ça m'a dégoûtée, j'avais envie de tout arrêter, j'avais envie de tous les jeter quelque part contre un mur. Et puis en fait, le temps a fait son œuvre, j'ai recruté des plus âgés et des plus jeunes, et puis j'ai fini par comprendre qu'en fait, on était rentré dans une nouvelle séquence où oui, tout est mélangé. Ils veulent des amis, ils veulent de la sincérité, ils veulent vivre au travail comme ils vivent dans leur vie en étant exactement qui ils sont. Mais ils entretiendront toujours avec ma boîte et avec ce que je leur demande un rapport plus distancié que celui que j'ai eu. Et d'ailleurs, ils considèrent que c'est beaucoup mieux comme ça. Et que c'est nous qui sommes des grands malades. Voilà. Troisième point, c'est le passage du ou au et. Déjà complètement assumé dans cette génération, désarçonnant pour des dirigeants qui disent mais attends, c'est ou l'équilibre, ou le salaire, ou je te paye une formation très très chère pour faire un truc incroyable, ou tu prends des responsabilités mais d'abord tu montres ce que tu as dans le... Non. Alors c'est tout en même temps. C'est le salaire et c'est normal, c'est la confiance et c'est normal, tu prends des risques pour moi et c'est normal, j'ai une vie équilibrée et c'est normal, je m'engage, voilà, j'ai bien faire le job, mais quand même j'ai une petite distance et c'est normal. Voilà, c'est le passage du ou au et. Et là aussi, en fait, qui est le reflet de l'époque, pour ne prendre qu'un sujet, qui est le sujet de l'intelligence artificielle, qui va aussi venir d'une certaine manière percuter vos sujets, même si vous êtes un bastion relativement préservé.
Mais aujourd'hui, on sait dans la plupart des industries que la majorité des métiers qui existeront dans 10 ans n'existent pas encore. Donc dans ce contexte-là, les gens qu'on a aujourd'hui, il faut leur faire confiance. On ne peut pas attendre 150 ans qu'ils soient prêts et qu'ils aient coché toutes les cases qu'on attendait d'eux. En fait, ça ne marche plus comme ça. Donc ça veut dire que la prise de risque pour les entrepreneurs et pour les managers, elle est beaucoup plus importante. Le lâcher-prise aussi qui est attendu des dirigeants, il est beaucoup plus important. Avant-dernier élément, le respect managérial qui, dans nos entreprises occidentales, était dû. Et ça, c'est très vrai pour la génération de plus de 45 ans. C'était dû. Et être patron, c'est important. Et dans les métiers de la gastronomie particulièrement, ça veut dire quelque chose. D'ailleurs, chef, c'est pas du tout anodin. Aujourd'hui, il se gagne. Il se gagne vis-à-vis du manager de proximité, il se gagne aussi vis-à-vis du leader, l'entrepreneur, il se gagne. Donc c'est une horizontalisation des rapports de force, avec le fait de part et d'autre, on est vraiment dans ce deal que j'explicitais, de devoir montrer des choses et de gagner la confiance et de la regagner en permanence. Et ça, combien de fois on a eu des managers ou des dirigeants désemparés disant « mais quand est-ce que ça s'arrête ?» Jamais. Voilà, ça ne s'arrête pas en fait. C'est-à-dire que tous les 6 mois, tous les ans, tous les mois, avoir des discussions qui sont lourdes et qui laissent des traces sur les managers. Évidemment, qui laissent des traces. Mais c'est aujourd'hui comme ça que fonctionne le monde du travail. Et puis le dernier élément, c'est que c'est une population très volatile. J'ai donné quelques éléments, mais je vous donne un chiffre que je m'étais noté de vous partager. Aujourd'hui, vous avez 62% des aides qui sont en recherche continue de travail. Et pour ceux qui sont très très contents de leur travail, à 70%, ils sont quand même en veille, au cas où. Donc la volatilité, c'est-à-dire un marché de l'emploi qui est liquide, où on se dit qu'on est un papillon, on peut voler ailleurs, etc., c'est un état de fait. Maintenant, le défi managérial, c'est de garder les gens et de les faire grandir. Parce que 100 ans longs, particulièrement dans ces métiers, mais c'est vrai partout, on n'arrive pas à faire émerger des potentiels. Et en guise de conclusion sur cette partie, voilà, quelles sont un peu les singularités de cette population par rapport aux générations précédentes, singularités qu'il faut partager parce que ça permet aussi aux managers de mieux décortiquer, de mieux décrypter. Et puis ça permet aussi aux jeunes de prendre conscience de leur rapport à l'engagement qui est particulier. Parce que quand vous êtes un jeune de 20 ans, vous ne savez pas non plus que les mecs du dessus, ils ont une approche très différente du travail. Donc pour créer ce dialogue, il faut pouvoir faire du décryptage des deux côtés. Mais il faut aussi recontextualiser ce que je viens de vous partager dans un contexte global. Et le contexte global, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'aujourd'hui en France, vous avez seulement 7% des travailleurs français qui se déclarent engagés dans leur travail. Et ça, c'est pas une histoire de jeunesse. C'est pour ça, quand j'entends l'épidémie de flemme, des jeunes qui n'ont plus le goût de l'effort, etc., c'est un épouvantail utile pour ne pas parler du vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, la France, sur 37 pays, elle est à la 36e place de l'engagement au travail. Les gens viennent, ils bossent, mais ils ne sont pas engagés. Et donc, il faut aussi recontextualiser cette jeune génération dans un environnement français au travail qui est en décrochage accéléré par rapport à tous les pays européens. Et donc, quand vous avez ça en tête et que vous avez la chance d'avoir des jeunes dans vos équipes, peut-être que vous dites, en fait, ils sont super méga engagés. Je les ai plus que quelques mois. On a des conversations hyper intéressantes toutes les semaines. Oui, c'est difficile pour moi et c'est lourd. Mais je comprends comment cultiver l'engagement. Et puis finalement, en fait, ils s'épanouissent. Ils trouvent que ce que je propose est intéressant. J'arrive à les faire grandir. Et rendez-vous compte, ça, par rapport à ce que je viens de partager, c'est déjà énorme. En tout cas, ça mérite d'être enthousiaste. Merci beaucoup Emmanuel. Ça fait une parfaite transition avec Frédéric. Frédéric. Moi, je ne sais plus quoi dire après Emmanuel. Moi, je sais plus quoi dire. Adam, est-ce qu'on t'entend ? Allô ? Tu vas prendre mon micro, je vais te le prêter sinon. Ouais. Allô. Je te prête mon micro. Frédéric, pour introduire, juste toi qui es directeur général, qui gère, comment ça se passe le management de plusieurs générations différentes au sein d'un même business ? Comment tu fais pour créer cet engagement dont Emmanuel parlait ? Comment est-ce que tu fais pour donner cette confiance dont Carole Grandjean parlait au départ ? Comment est-ce que tu fais ? Alors merci Emmanuel pour tout ça, parce que c'est exactement ce qu'on vit dans l'entreprise. Donc c'est
ça nous rapproche, mais moi je vais jouer le rôle du grand malade en fait. Parce que moi je suis le vieux, j'ai dans mon entreprise toutes les générations, alors A, B, C, D, tout ce que vous voulez. Nous on a vécu quand même des choses il y a une quarantaine d'années quand on a commencé le métier qui étaient complètement différentes, comme tu disais. On était engagés dans notre métier, on avait un chef on suivait un chef jusqu'au bout, et c'était ça qui était aussi beau dans le métier, c'est qu'on arrivait de province à l'époque, et puis on était pris en main. Parce que on quittait nos parents à l'âge de 16 ans et du jour au lendemain, il fallait qu'on apprenne un métier. Donc on était dans l'entreprise à fond. Maintenant, comme tu dis, c'est vrai que les jeunes générations, ils sont plus en fait dans je viens chercher un salaire. Je suis pas sûr qu'ils viennent chercher un salaire chez nous. Ils viennent déjà chercher un savoir. Après, à nous de bien le transmettre parce que c'est compliqué. Je dis toujours, on paye les pots cassés des patrons qui sont attention de ce que je vais dire, hein, un peu con, qui prennent des apprentis parce que ça coûte pas cher et puis on leur fait faire des sandwichs et oui, ils font un métier qui est pas intéressant et on les garde pas dans le métier parce que on a cassé l'image du métier. Ça c'est important. Nous, on a chez nous dans la nouvelle génération, et Steven pourra le dire après, mais on essaie justement de les. Enfin, je suis peut-être encore un vieux patron, papa, parce qu'on s'occupe d'eux. Parce que je pense que c'est important aussi dans le management d'une entreprise. Et c'est vrai que par rapport aussi à la vente, parce que la vente c'est aussi important chez nous, c'est pas que le métier de pâtissier, la vente. On a une dame chez nous qui a presque 40 ans de maison et qui comprend pas cette nouvelle génération qui va fumer 4 clopes par jour, qui va pendant la pause, on s'occupe pas de clients. Il y a des clients, ouais mais c'est ma pause. D'accord, ok, oui, il va faire ta pause parce que sinon le lendemain elle est pas là. Quand on est en rupture de personnel et qu'on entend ce genre de réaction, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est vrai que notre boulot maintenant de pâtissier manager, parce qu'on n'est plus pâtissier, hein. Moi j'ai qu'un CAP, on m'a appris à faire des gâteaux et on m'a jamais appris à gérer une entreprise. Et c'est ce que je reproche, parce qu'en fait, du jour au lendemain, on me file une entreprise. Enfin, j'ai acheté une entreprise qui avait déjà 10 employés, maintenant on est 50. J'ai toujours pas appris à gérer une entreprise. Je la gère comme je peux tous les matins, avec les problèmes du matin, comme on a tous, hein, parce qu'on a tous ces problèmes-là. Et le management des nouvelles générations, c'est exactement ce que tu as dit, donc je vais pas reprendre ce que tu as dit, mais c'est ce qu'on vit tous les jours. Et c'est dur pour un patron de vivre ça, parce qu'en fait, nous, on n'est pas formés à ça. Et c'est ce qui nous manque énormément. Un jour, ma banquière m'a dit « Arrêtez de parler en tant que pâtissier, vous êtes un chef d'entreprise. » J'ai dit « ouais, mais moi, on m'a jamais dit ce que c'était que chef d'entreprise. » Alors, j'ai une chance formidable, hein, ma femme est avocate, elle gère l'entreprise avec moi. Parce que moi, mon métier, c'est de faire des gâteaux. Et de donner ma passion à tous ces jeunes. Alors, nous, on a des jeunes, ce week-end, pour donner un exemple, on a fait un salon du chocolat à Fontainebleau. Et quand ils sont embauchés, je leur dis « Voilà, vous devez 2 jours à la maison. » C'est 2 jours qui ne sont pas payés. Mais c'est le deal qu'on donne tout de suite au début, hein, avec les parents. Maintenant, on fait des journées d'intégration dans l'entreprise avec les parents. Donc, c'est le savoir-vivre de l'entreprise où on leur dit, voilà, ça, c'est pour ranger les chaussures. Ça, c'est un vestiaire. Et les parents disent, ah, ça va quand même. Non, je dis, je vais faire votre boulot. Je vais faire votre boulot de maman qui range la chambre tous les jours, qui ramasse les godasses. Et parce qu'en fait, c'est ce que vous faites, parce qu'ils ne le font plus. On a une génération qui rentre chez eux, ils se mettent sur les réseaux. J'appelle ça une génération écran, parce que c'est soit la télé, c'est soit la tablette, c'est soit le téléphone. Alors, ils apprennent la pâtisserie comme ça, moi je veux bien, mais quand je leur dis, vous avez goûté ça? Non. Eh bien, alors c'est quoi? Un bon pâtissier maintenant, c'est un bon photographe? Parce que c'est ça le métier, hein, c'est devenu ça. Alors, mais moi je me rappelle, enfin moi j'ai eu la chance de travailler avec Pierre Hermé. Pierre Hermé, Thierry peut le dire, hein, on prenait la bagnole, hein, on prenait la Mercedes et on faisait le tour de toutes les boutiques et on achetait et on goûtait. Mais maintenant, ils sont là-dessus. Donc, il faut gérer ça. Donc, nous aussi, je vais chercher maintenant. On les emmène, mais c'est un boulot. C'est plus que du boulot, quoi. Et j'essaie de le faire après. Et donc, ce salon-là qu'on a fait ce week-end, ils devaient sortir du labo et venir expliquer leur métier. Alors, tout de suite, c'est... Ah mais alors c'est pas payé en plus, merde. On s'en dehors. Ouais, tu vois, c'est samedi dimanche, on va être dans un château, c'est extraordinaire. Travailler dans un château. Non, j'ai la chance à Fontainebleau. Eh ben hier, ils sont venus me dire merci. Parce que ils ont rencontré des clients. Ils le savent pas, moi, dans mon labo, qu'il y a des clients. Donc en fait, là, ils ont pu parler à leurs clients et je leur oblige à parler de leur métier. Donc il y a cette journée-là et la journée de la porte ouverte où tout le monde doit être là. Tout le monde est bien habillé, tout le monde va là, mais on vient expliquer son métier. On a un métier exceptionnel qu'il faut faire passer aux gens. Mais parce qu'on le fait,
Et c'est vrai que l'année dernière, on s'est dit, bon, on fait encore cette journée de porte ouverte. Mais je dis, si, il faut le faire, pas pour nous, pour ceux qui sont là, pour ceux qui viennent d'arriver. Parce que je crois encore à cette nouvelle génération qui est là, où on va les prendre en main, on va s'occuper d'eux. Nous, on fait beaucoup de sorties, on fait beaucoup de choses comme ça. Mais il faut s'occuper d'eux. Et c'est vrai que c'est pas notre boulot à la base. C'est le boulot des parents. Mais c'est pas grave, je le fais quand même. Même s'il me reste pas beaucoup à travailler. Merci Frédéric. Steven, par rapport à ce que Frédéric a expliqué sur le management, est-ce que vous avez senti un manque lié à la formation en management quand vous avez suivi votre formation en pâtisserie? Est-ce que les futurs pâtissiers devraient être formés au management? Oui, j'ai senti un vrai manque. C'est vraiment un besoin en fait. Pour moi, il manque une partie à cette formation de pâtissier qui est le management. C'est aujourd'hui indispensable de savoir gérer une équipe en fait, de savoir gérer une personne, 2 personnes, 5, 10, 40. C'est pas possible en fait. On peut pas continuer à former des gens qui ne savent pas manager. C'est ce qui crée les problèmes auxquels on est confronté actuellement. Si on est en partie, parce que pour moi c'est pas lié que à ça, mais c'est un facteur, en manque de personnel, c'est parce qu'il y a des gens qui ont abusé, qui ont tiré sur la corde et qui n'ont pas su manager leur personnel en fait. J'ai beaucoup d'amis qui ont arrêté le métier parce qu'ils ont été dégoûtés. Ils étaient vraiment passionnés, ils aimaient ça. On a fait le même chemin, on a suivi la même route, on s'est séparés en allant chez des patrons différents, et il y a une partie qui a arrêté, une autre qui a continué. Et la différence, c'est les patrons, en fait. Alors, je ne veux pas mettre tout sur le dos des patrons, mais ça fait partie, le management, des choses qui sont vraiment hyper importantes dans notre métier et qu'on ne nous apprend pas. Moi, j'ai dû apprendre sur le tas. Donc j'ai de la chance avec Monsieur Cassel qui me transmet énormément. On a la chance de faire partie d'une association, les Relais Desserts, qui eux aussi nous forment en interne sur ce genre de choses. Donc c'est aussi ça qui nous fait avancer et qui nous permet de créer une vraie émulation dans les équipes et de les garder avec nous. Et Frédéric, du coup, pour rebondir sur ce que dit Steven, au-delà d'une formation en management, est-ce que vous pensez que les pâtissiers de demain doivent être formés aux enjeux sociaux et environnementaux, comme le management social inclusif, comme le sourcing durable, comme la gestion des énergies? Il a oublié de dire qu'il avait un bon patron, mais je le redis quand même. Alors, déjà le management, je trouve que c'est énorme, mais qui a envie de management? Qui a envie d'évoluer dans une entreprise? Parce que c'est ça aussi la base. Il y a des gens qui ont envie juste d'être pâtissier et pas aller plus haut. Nous, on a eu le cas là dernièrement de quelqu'un qu'on avait monté en compétences et qui nous a lâchés pour différentes raisons, mais en fait, ce gars-là, on avait tout misé sur lui, quoi. Donc là, on était un peu en perte on s'est dit, mince, comment on va faire dans l'entreprise? Et donc, il aurait fallu le gérer au management, peut-être. J'en sais rien. Mais c'est vrai que nous, on sait pas, on n'a pas des équipes comme dans des grandes maisons comme chez vous. Vous avez des DRH. Enfin, nous, le DRH, c'est qui? C'est moi, c'est lui, c'est ma femme. Quand on n'est pas énervé, ça va, on leur répond gentiment. Quand on est un peu énervé, on les envoie voler. Hein. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et encore, on essaye de se contenir, sinon. Donc, les gérer maintenant à tout ce qui est environnemental, etc., je pense que c'est l'entreprise qui gère ça. C'est-à-dire que nous, on le fait, nous, en interne chez nous, donc ils suivent forcément. Mais on s'est aperçu dernièrement qu'un jeune, une nouvelle génération, une fraise, une framboise, une noisette, ça pousse où? Il y a eu un gros fossé, là. Moi, j'ai été surpris, quoi. J'ai dit, mais non, mais tu te fous, moi. Ne parlons pas des fêtes religieuses, hein. Noël et Pâques, c'est la naissance de Jésus, c'est ça? Non, je dis tout moi là, non quand même. Donc il faut aussi ça, hein. Attention, les fêtes religieuses c'est important chez nous, mais ça aussi il faut. Par contre, ça c'est un peu compliqué. Mais alors, nous, on gère ces sorties en fait tous les mois où on essaye d'aller chez nos fournisseurs parce qu'on a la chance de travailler qu'avec des fournisseurs locaux. Mais il faut leur apprendre. Alors l'environnement, ça fait partie de ça, parce que chez nous, on y fait attention. Les projets Cacao Forest qu'on a fait avec Valrhona, on a beaucoup de choses chez nous, mais chez nous, ils ont de la chance, on va dire. Mais est-ce qu'ils s'y intéressent vraiment? Alors on me dit que oui, mais ils sont pas demandeurs. C'est-à-dire qu'ils ont fini leur boulot, on rentre, quoi. C'est dommage parce qu'en fait, chez nous, il y a plein de choses à apprendre, quoi.
Est-ce que les jeunes ont envie d'apprendre plus que ce que tu disais tout à l'heure? C'est-à-dire que le boulot s'arrête et puis voilà, on rentre, quoi. Et alors que, enfin, j'ai toujours, faut voler le métier. Si tu vas pas le voler, tu t'apprendras pas, quoi. C'est pas en apprenant on va pas apprendre sur un écran. Mais on a vu quand même que les jeunes maintenant, les vendeuses par exemple, chez nous, quand elles ont besoin de savoir quelque chose, Steven amène la nouvelle collection, on fait 2 collections de gâteaux, quand il amène la nouvelle collection, il sort des mots, Namelaka, parce que c'est joli, parce qu'on l'a pris de chez Valrhona, etc. Sauf que pour nous c'est logique pâtissier, mais pour un vendeur à expliquer Namelaka, donc on a fait une charte aussi là-dessus, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur leur téléphone. Mais ils n'ont même pas tout de suite l'idée d'y aller. Je dis, quand vous ne savez pas, allez sur votre téléphone, quoi. Je sais pas, moi, arrivé à un moment, je peux pas répondre aux questions tous les 30 secondes, quoi. Parce qu'en fait, ils posent des questions, mais il faut aller les chercher, hein. Faut aller arracher leurs questions, savoir s'ils ont envie, Mais je crois en cette jeunesse quand même, hein. On a encore nous, on a une belle équipe. Je crois que c'est Thierry qui me dit, chez toi, ça tourne jamais. Oh si, ça tourne parce que on a envie de les emmener ailleurs, on a envie, mais on a des bons gamins encore, je pense, qui veulent apprendre le métier, qui sont. Moi, j'étais content ce week-end. J'ai un gamin qui a gagné le prix du meilleur macaron. Voilà, il a 17 ans, 18 ans. Premier concours, il gagne, quoi. Voilà. Mais on a été derrière lui pendant tous les après-midi, parce que Steven adore ça. Moi, l'image de la maison, c'est important, quoi. Mais il faut que le patron soit derrière, parce qu'on a un rôle à jouer de papa, de maman. Il s'est coupé, il faut l'emmener à l'hôpital, mais on fait plus que des gâteaux, hein. Mais c'est vrai qu'on n'est pas formé à ça. Donc l'environnement, ça en fait partie, oui, ça en fait partie, mais c'est pas tout de suite que ça arrive. Mais il faut que ça en fasse partie, parce que c'est devenu un enjeu réel pour les gâteaux de demain, pour ce qu'on l'on fait. Moi, j'ai fait des conférences ce week-end sur le cacao. J'ai parlé de cacao forêt. J'ai dit, moi, il me reste 4 Noël à travailler. À la rigueur, le cacao de demain, je m'en fous un peu. Mais on peut pas s'en foutre. C'est le cacao de tous ces jeunes-là qui vont reprendre peut-être nos entreprises. Moi, si on transmet mon entreprise et puis que lui, il a pas de cacao, il va faire quoi? C'est quand même un enjeu. Des enjeux, on en a tous les jours. Tous les jours. Merci Frédéric. Nadia, enjeu de formation, vous vous êtes engagée dans la formation, dans l'accompagnement depuis de très nombreuses années. Comment est-ce que vous appréhendez la formation des patrons? Est-ce que les patrons devraient aussi être formés, et comment? Alors oui, c'est une certitude. Les patrons aussi aujourd'hui ont besoin d'être formés. Effectivement, ils ont eu des formations sur la base de techniques en pâtisserie, mais c'est vrai qu'on ne leur a pas appris à transmettre. C'est un métier de transmettre. On ne leur a pas appris tous les outils numériques aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Un apprenti qui demande à son maître d'apprentissage de remplir son livret électronique, c'est un problème pour certains patrons. Donc il y a les outils numériques, il y a le management, il y a la communication. C'est un vaste sujet. Comment on communique, comment on aménage un poste, comment on accompagne un salarié en situation de handicap. Donc il y a quand même un certain nombre de formations, de modules à rajouter, comme disait tout à l'heure le chef Cassel, pour aujourd'hui mieux manager, mieux gérer son entreprise face à cette génération, effectivement, il y a un fossé, en fait. On constate un fossé, effectivement, cette génération qui est en quête de sens, qui va attendre, qui a besoin d'une certaine qualité de vie au travail. Comme disait tout à l'heure Emmanuel, et je la rejoins complètement, ce sont des notions qui sont devenues très importantes. Aujourd'hui, les jeunes, ils vont même préférer des emplois même précaires pour un emploi avec du sens. Donc l'ambiance au travail, ils vont privilégier par exemple les entreprises dites familiales, les petites structures pour se sentir bien que les grands groupes. Donc effectivement, il y a un grand changement. Et c'est vrai que ça s'est accéléré avec la pandémie. D'où aujourd'hui certaines difficultés de recrutement, des métiers en tension. Donc aujourd'hui, le patron doit motiver, fidéliser le jeune, fidéliser le salarié, lui donner envie de rester dans l'entreprise. Donc c'est tous ces aspects, d'où la nécessité effectivement de former les patrons à toutes ces notions.
Je me permets. Vas-y. Je reprends dessus parce que j'ai un fils qui a 27 ans, qui est pas du tout dans le métier, qui est auditeur financier dans une grosse boîte en Espagne. Et il me dit, tu devrais faire ça. En fait, dans sa boîte, ils ont le droit d'amener leurs chiens. Ils ont le droit de faire leur lessive. Et je dis, mais t'es gentil, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ça chez nous? Mais en fait, lui, c'est l'image qui se donne en fait, de l'entreprise Cassel. Mais en fait, on le fait plus ou moins. Quand on boit des coups avec eux, moi quand j'embauche, je dis est-ce que vous fumez? Parce que j'aime pas trop les fumeurs, parce qu'ils sont tout le temps en post-clope. Et puis j'ai dit est-ce que vous buvez? Alors une fois qu'ils ont répondu non à la cigarette, ils disent non à l'alcool. J'ai dit alors l'alcool, ça va être compliqué, parce que chez nous on boit beaucoup. Parce que tous les anniversaires, ils doivent être fêtés. Dès qu'il y a un événement, on doit boire un coup. Et alors ça surprend, mais en fait ça donne aussi ça. Le dernier que j'ai embauché, ça a été ça. C'est-à-dire qu'il gagnait 2 fois plus que ce que je vous propose là, dans une boîte où il faisait énormément d'heures. Et moi, je lui propose 39 heures dans un cadre de vie Fontainebleau, parce que moi, il faut que je rentre Fontainebleau. Je suis pas à Paris, donc il faut qu'il vienne jusqu'à chez nous. C'est que 40 minutes, mais bon. Mais en fait, je lui ai vendu ça, et je lui ai vendu des coups à boire, des sorties. Mais je lui ai vendu... non, mais c'est exactement ce que vous dites. En fait, je leur vends pas un métier. Je ne sais surtout pas parler de métier quand ils sont venus, moi. Ça, c'est lui qui parle de métier. Mais moi, je leur vends un cadre de vie assez cool. Tu prends ton vélo, tu viens en vélo le matin, il y a le marché 3 fois par semaine, escalade, enfin je leur vends tout ça, mais surtout pas du métier. Oui, mais chef, tous les patrons, tous les pâtissiers ne sont pas comme vous. Je crois que c'est un secteur, alors ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, Non. difficile. Difficile, si je dois le comparer au monde de la cuisine ou du service. Alors certes, c'est un métier exigeant, avec plus de rigueur, etc., certes, mais on a vraiment besoin de faire évoluer les mentalités. Ça passe par le patron. Oui. Donc c'est la formation du patron. Oui, tout à fait. C'est la formation du patron qui sort jamais de chez lui. Et je suis désolé, on y arrive pas. Ça, pour moi, c'est un peu d'utopie parce que nous, on a de la chance. L'élite de la pâtisserie, Relais Dessert, c'est formidable. Relais Dessert, j'étais président des Relais Dessert pendant 15 ans. C'était que des démos de gâteaux. Maintenant, quand on en a une sur 3 jours, tout le reste, c'est que du management, comment on fait ci, comment on fait ça, Mais en fait, c'est devenu des ateliers en fait, de management pendant 3 jours. Alors qu'avant, on ne voulait que des recettes. Mais les recettes, maintenant, on s'en fout. Notre problème à nous, c'est de gérer des jeunes qui arrivent chez nous, qui sont dans différentes situations. Mais c'est vrai que ça s'apprend. Alors je ne sais pas si ça s'apprend ou si on l'a en soi. Il y a forcément une fibre, une ADN parce qu'on déjà a une fibre présente. quand même de management, non? Je pense, il y a les deux. Mais moi, j'aime bien apprendre. Mais du coup, c'est hyper intéressant, Frédéric, parce que vous vous formez comment? On les frappe, on les enferme le matin. Comment on forme? Je sais pas, vas-y. Comment vous vous formez en tant que patron? Comment moi je me forme en tant que patron? Vous. Pour continuer à apprendre et transmettre. Il faut qu'un patron... Enfin, le mot de pâtissier, je suis désolé, c'est quand même un sous-métier. Mais si, parce que moi j'aime bien le mettre en avant. J'essaye de tout faire pour qu'il soit mis en avant ce métier. Parce qu'on a quand même... On a de l'or dans les mains, je suis désolé. On est là pour régaler les gens quand il faut. Mais... cette formation, on ne l'a pas en fait de... comment dire? Les relais desserts, c'est... Voilà, je pense qu'il faut... Moi, j'ai plein de copains qui ont des entreprises et qui disent « Oh, tu fais pas partie du club ci, tu fais pas partie de ça, des moins de 50 ans, des plus de 30 ans, machin, etc. » Mais je suis même pas au courant. Ah ben, je vais vous raconter un truc. Il y a combien d'années que vous avez ouvert l'école Valrhona? À New York. Voilà. Il y a une dizaine d'années, je prends l'avion... Je vois un monsieur que je dis, je connais ce monsieur, bon, je descends de l'avion, je le suis, et puis c'était monsieur Bongrain, donc grand président de la maison Valrhona et du groupe Savencia. Bon, moi, on me le présente lors, j'étais parrain de l'ouverture de New York, de l'école Valrhona, parce que j'étais président des Relais Desserts, donc tout ça c'est bien pour mon ego, c'est top. Non mais, faut quand même qu'on pense à notre ego, je suis désolé, on est des pâtissiers, mais à chaque fois on nous dit, quand je dis, ouais, c'est un sous-métier, c'est méchant ce que je dis, mais... Enfin, moi, j'ai eu de la chance de vivre une expérience extraordinaire. J'ai été président des Relais Desserts, j'ai fait le tour du monde grâce à mon métier. Je suis sorti de chez moi. Donc, on me présente Monsieur Bongrain. Monsieur Bongrain, hop, soirée, etc. On fait une super soirée, on va au resto. Et le lendemain matin, ce monsieur, il est tout seul dans l'hôtel à prendre son café. Et moi, bon, Monsieur Bongrain. Le mec, il gère je sais pas combien de milliers de personnes, quoi. Donc, je me mets à une table à côté de moi, il me dit, vous êtes pas bien ou quoi? Je lui dis quoi? Bah, venez vous asseoir à côté de moi. Oui, bien sûr. Donc, alors, monsieur Bongrain, on petit déjeuner ensemble, et je lui parle de ça, je lui dis, bah voilà, nous, il me dit, vous faites pas partie du club en Seine-et-Marne?
ce mec-là, il connaît un club en Seine-et-Marne qui s'occupe que des entrepreneurs. Mais même moi, je savais pas. Donc formidable. J'ai dit, bah ouais, non. Il me dit, ça vous intéresse parce qu'il faut, vu votre entreprise, maintenant vous êtes 20, 30. Puis l'entreprise chez nous, elle a développé petit à petit. Donc moi, j'ai été un peu submergé par tous ces gens qui arrivaient chez moi. Des fois trop, parce que quand on passe 20, on se dit, mince, on va arriver à quel stade? Et donc, ce monsieur il me dit, bon, bah, je vais vous mettre en contact avec le club, je sais plus quoi. Ok, je dis, super. Bon, je dis, il est gentil, lui. Ah bah, le lendemain, j'avais un coup de fil du club, c'est-à-dire qu'il avait fait le job de me mettre dans ce club-là pour que je vois d'autres entrepreneurs. Alors, c'est formidable, parce que quand on arrive dans une entreprise où c'est que des grands dirigeants de boîte, machin, etc., et vous arrivez, vous êtes pâtissier. Ah bah, ils viennent tous sur vous, hein. On est des mouches, on a un pot de miel et tout le monde vient nous voir et pour savoir comment on est, quoi. Comment on est. On est des extraterrestres quand même, hein. Mais non, mais je vous jure. Et on fait des chiffres d'affaires quand même autant que certaines grosses boîtes, non? Et je trouvais ça, de la part de Monsieur Bongrain, je trouve ça extraordinaire. Et il s'en rappelle encore. C'est un mec qui est extraordinaire, ce mec-là, donc... Donc Frédéric, vous, c'est surtout sortir de son labo. Aller à la rencontre d'autres pairs professionnels. Voilà, de faire partie de clubs de pâtissiers, d'échanger, parce que quand on est tout seul, quand on a des problèmes, à part rentrer et s'engueuler avec sa femme parce qu'elle a eu les mêmes problèmes avec ses vendeuses l'après-midi, c'est compliqué. Et je remercie Monsieur Claverie, qui est de la maison Pierre Hermé, qui est dans les relais desserts aussi, qui a créé dans les relais desserts le club des chefs, parce que nous, patrons, on rentre, alors je ne sais pas dans les relais desserts sur 100 combien racontent ce qu'ils ont fait en séminaire pendant 2 jours. Je pense pas beaucoup. Donc moi j'échange beaucoup avec lui parce que voilà, on se connaît vraiment bien et c'est là-dessus qu'on avance. Moi je dis toujours tiens, on a fait ça. Bah, il dit ouais mais moi je vois rien, quoi. Et donc Sébastien a créé le club des chefs et maintenant ils ont un séminaire de chefs relais desserts où ils ne parlent que de management. Même pas de recettes, hein, donc ça c'est vraiment la période en ce moment, on a besoin de management, on a besoin de DRH, on a besoin de savoir comment on répond à quelqu'un, parce qu'en fait on a peur de mal parler, de mal répondre, et puis si on fait ça, bah demain le mec il se barre, quoi. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément attaché à nous, quoi. Et donc s'il se barre, encore un de moins, alors un de moins, on était à la limite déjà de la rupture, alors un de moins c'est même pas la peine. Et ça c'est dur. Et ça c'est dur. Donc faire partie de club pour pouvoir échanger en disant j'ai les mêmes problèmes, j'ai les mêmes soucis. Ah ouais, il n'y a pas que chez moi. Parce que des fois on croit qu'il n'y a que chez nous qu'il y a des problèmes. Mais non, il y en a dans toutes les entreprises. Et savoir que les autres ont la même chose, ça fait du bien. Merci beaucoup Frédéric. Emmanuel, pour rebondir sur ce que dit Frédéric, selon vous, quelles sont les clés pour attirer cette nouvelle génération, pour les fidéliser, à la fois au niveau de la formation et au niveau de l'entreprise? Je vais rebondir sur ce qui a déjà été dit parce que finalement dans les témoignages il y a tous les ingrédients. Déjà se rappeler que l'étymologie du mot compagnie c'est conpanis, partager le pain, et que ce que viennent chercher toutes les générations et la jeunesse en particulier, c'est un lieu du collectif. Donc j'aime bien cette définition de la fraternité qui est une solidarité spécifique à ceux qui s'engagent dans les mêmes combats et croient aux mêmes valeurs. Donc c'est plus que de la solidarité qui est statique, hein. La fraternité, c'est un pour tous, tous pour un, pour faire des choses qui nous dépassent. Et moi, je pense que c'est ça le levier number one de l'engagement de la jeunesse dans toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité. Je suis réserviste pour la Marine nationale depuis des années maintenant. C'est un engagement qui est hyper important pour moi. Les ponts avec votre monde sont... c'est hallucinant de vous entendre parler parce qu'il y a exactement la même chose du côté marin. Et pour vous partager, par exemple, comment est-ce qu'on engage des jeunes qui ont 24 ans en moyenne sur un bateau de guerre, que ce soit un porte-hélicoptère ou sur le Charles de Gaulle, sachant qu'ils sont 2000 sur le Charles, qui partent pour des missions de 6 mois, ils n'ont pas accès à Internet, ils dorment dans des petites bannettes, ils bossent 15 heures par jour, ils sont payés le SMIC. Et ils partent. Et alors pourquoi est-ce qu'ils partent ? Ils partent pas pour l'amour du drapeau. Ils partent pour une valeur dans la marine qui est une réalité, qui est l'esprit d'équipage. Et qui est la base en fait du modèle social marine nationale, c'est-à-dire chaque marin compte. Quand moi j'ai fait des embarquements, immédiatement on m'a expliqué que la force d'une chaîne, c'est la force de son maillon le plus faible.
Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur un bateau? Ça veut dire que celui qui épluche les pommes de terre, qui est au pont -12, qui est dans une salle humide où il y a juste un tout petit hublot, il est aussi important que le pilote de chasse. Pour quelle raison? C'est une réalité opérationnelle, c'est que si le gars qui épluche les pommes de terre, il sort les pommes de terre par le hublot au moment où il y a un appontage, vous avez tous les oiseaux qui viennent et vous perdez le pilote. Et c'est déjà arrivé. Et du coup, chaque marin compte. C'est ce qui fait tenir aujourd'hui des générations très diverses, mais à 80% en fait les jeunes dont on est en train de parler aujourd'hui. Et sur une grande majorité d'entre eux, des gens qui n'ont pas fait d'études. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, issu aussi de la marine, mais en réalité qui est un axe de travail ou d'amélioration de 99% des entreprises aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la subsidiarité. C'est finalement ce que vous faites dans votre entreprise. La subsidiarité, c'est laisser l'autonomie le plus possible au niveau le plus adéquat pour pouvoir faire la différence. La subsidiarité dans la marine, c'est la fonction prime sur le grade. Ça veut dire que quand le commandant d'un porte-hélicoptère va se coucher, il fait une délégation de commandement au barreur qui a 18 ans. Une délégation de commandement. Vous n'imaginez pas la puissance d'engagement de la confiance. Et le fait que sur un équipage de 400 hommes, le pacha, donc le plus gradé, fasse de nuit pour gérer un bateau de 4 milliards, une délégation de commandement aux plus jeunes, ce que ça génère sur le corps social. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'exemplarité des chefs. Ça a été évoqué, c'était simplement pour redonner des éléments. Évidemment que le poisson pourrit par la tête. C'est vrai de tout temps dans toutes les organisations. Donc, plus que transformer la jeunesse, il faut, la comprendre, et ça passe par les dirigeants. Je vous donne là aussi un exemple militaire. Il faut 12 ans de formation à 100% pour former le commandant du Charles de Gaulle. Sur 27 ans de carrière, il y a 12 ans de formation à temps plein. Et c'est vrai pour tous les commandants. Pour tous les commandants. Donc ça veut dire que l'art du management et du leadership, comme ça a été évoqué, ça s'apprend. On a une propension à aimer ou pas son prochain. Mais quand on n'aime pas son prochain, on n'est pas dirigeant. En tout cas, on ne crée pas des emplois. Et à un moment donné, on apprend et on se développe en la matière. Dernier point, là aussi, un axe de travail émergent et sur lequel beaucoup d'entreprises sont en train de se positionner, qui a été évoqué, c'est la pédagogie. Je l'ai partagé en introduction, la très jeune génération est une génération anxieuse, inquiète du monde de demain. Une des caractéristiques générationnelles majeures dont je n'ai pas parlé, parce que je voulais la garder ici, c'est la difficulté à se projeter sur le moyen terme. Il n'y a pas de moyen terme pour cette population. Il y a du court terme et il y a du long terme bouché. Il n'y a pas de moyen terme dans les plans de vie. C'est la principale différence. Dans ce contexte-là, il est indispensable pour permettre à une génération empêchée de se libérer et de se projeter dans le moyen terme, donc dans le travail, d'aider à décrypter l'époque d'aujourd'hui. On est dans un contexte immensément complexe, donc on parle d'un monde VUCA, vulnérable, incertain, volatile, etc., etc. On parle maintenant d'un monde banni, fragile, non linéaire, irréparable, enfin voilà, globalement des qualificatifs qui sont assez négatifs. Et tout cela, en fait, vise à évoquer le contexte de permacrise dont parle bien le philosophe Edgar Morin, et qui est la toile de fond de l'existence de cette jeune génération. Vous l'avez très bien dit, moi, le chocolat durable, j'en ai rien à secouer parce qu'il me reste 4 ans à tirer, mais j'en ai pas rien à secouer parce que je suis responsable. Mais quand on parle d'un jeune qui a 20 ans aujourd'hui, c'est toute sa vie dont on est en train de parler. C'est de sa capacité à lui-même à se projeter en se disant « je peux avoir des enfants parce qu'en fait, j'ai cette capacité de projection avec confiance dans l'avenir. » C'est de ça dont on parle. Et donc, le sujet de la pédagogie, c'est un sujet qui est fondamental. On pourrait dire que ça fait beaucoup pour les patrons. Ça fait beaucoup, certes, mais il faut le faire. Et donc, dans un contexte où en politique, et dans les élites intellectuelles, on a quand même une crise de l'accessibilité et de la pédagogie pour expliquer ce que veut dire la digitalisation, le recul démocratique, la transition environnementale, l'intelligence artificielle.
tout ce qu'on est en train de vivre en fait. Dans ce contexte-là, l'entreprise doit se saisir de ce sujet et rendre désirable le monde de demain. Pas parce qu'on va dire, ouais, ayez du désir pour le monde de demain, ça ne marche pas. Mais parce qu'on permet un peu de le palper. Parce qu'on travaille son esprit critique. Parce que vous faites venir dans vos boîtes des gens qui vont le décrypter de manière différente, qui viennent pas que du monde de la pâtisserie. Tu disais tout à l'heure, tu insistais, alors vous sortez de votre entreprise. Le monde de dehors, il faut aussi le faire rentrer dans l'entreprise. On ne peut pas comprendre la complexité si on n'est pas dans la pluridisciplinarité. Et dans des métiers d'excellence, on a tendance à se recroqueviller sur l'expertise. Et aujourd'hui, pour faire la pâtisserie de demain, pour avoir des pâtissiers demain, il faut faire rentrer le monde de demain, il faut faire rentrer le monde d'aujourd'hui, ceux qui le pensent, ceux qui le contredisent, ceux qui ont des grilles de lecture différentes à l'intérieur du monde de l'entreprise. Et puis dernier point, je l'ai évoqué mais je le redis parce que c'est le seul message important avec lequel il faut partir, c'est que il faut éviter de projeter ces stéréotypes générationnels sur une génération. Il y a un livre qui a été écrit par Michel Serres. Il est super vieux ce livre, mais c'est le seul qu'il faille lire, c'est La Petite Poussette. Pourquoi est-ce qu'il faut le lire ? Il faut le lire parce que c'est un vieux monsieur de 90 ans qui écrit avec un amour immense et absolu sur la jeune génération. Du coup, ce qu'il écrit est juste, parce qu'il s'est mis à la bonne hauteur pour parler de ce sujet. Merci beaucoup Emmanuel. Et pour finir, Nadia, ces pâtissiers de demain, comme l'ont évoqué à la fois Emmanuel, Frédéric, Steven, ces pâtissiers de demain, ils auront besoin de quoi dans demain pour en savoir-faire, en savoir-être, pour être à la bonne place et pouvoir se développer et s'épanouir dans un monde complexe et incertain? Alors, on a déjà dit un certain nombre de choses, mais je voudrais aborder une notion importante, le développement personnel. Je crois que nous avons tous nos traumas, notre vécu, et qu'aujourd'hui, et de plus en plus, le coaching va faire partie des savoirs. Aujourd'hui, on prend un coach quand on fait un concours. Un pâtissier va faire appel à un coach. Mais je pense vraiment que de plus en plus, et surtout avec la nouvelle génération, le développement personnel a toute sa place. Se connaître, pour mieux communiquer, c'est quelque chose d'important. Ensuite, ce que je voudrais dire pour clôturer cette conférence intéressante, je crois aussi à la place de la femme. Dans les écoles hôtelières, en 2015, on comptabilisait environ 39% d'apprentis femmes. Aujourd'hui, 44%. Donc on a encore du chemin. Et pour finir, je voudrais parler de Nina Métayer, qui nous donne un bel exemple, puisqu'elle a été meilleure chef pâtissière au monde. Et d'ailleurs, c'est la première femme à avoir obtenu ce titre. Donc ça donne... voilà... C'est optimiste pour la suite, pour la place de la femme dans le monde de la pâtisserie. Je reprends tout de suite. Vas-y, Frédéric, dernier petit mot. La place de la femme, chez nous, on est moitié-moitié. Donc on a vraiment la parité. Ça aussi, il faut faire savoir que c'est un métier difficile. Parce que moi, je crois en ça aussi. Chez nous, la responsable de l'atelier, c'est une femme. Vous voyez, donc on y croit. C'est pas méchant, je veux dire, mais combien reste dans le métier? Moi, en fait, quand je prends des parents qui m'amènent leurs filles, et il y a aussi l'école derrière, parce qu'en fait, le proviseur de cette demoiselle, il veut pas qu'elle fasse pâtissière, parce qu'elle est trop bonne à l'école. Ça existe encore là, il y a 6 mois. J'entends encore ça. Moi, ça m'horripile d'entendre ça, mais c'est comme ça. Et donc, quand ils viennent chez nous, je leur dis, je vous préviens, vous allez avoir un mec un jour. Donc on est bien d'accord, vous allez avoir des enfants, et une fois sur 2, vous arrêtez le métier. Donc attention à pas mettre... Je suis pour les femmes dans le labo, attention. Je vous jure que ça fait à chaque fois que ça m'arrive à chaque fois. Donc c'est compliqué. Ou alors elle reste célibataire, mais ça c'est compliqué aussi. On ne peut pas demander à toutes les femmes d'être célibataires. Mais non, mais c'est bien que des gens fassent la promotion du métier. Mais je trouve que c'est compliqué pour une femme dans le métier. Et je vous jure que je ne dis pas ça parce que j'ai envie de me prendre tout le monde à dos. Mais par contre, elles ne le savent pas
Moi, la dernière que j'ai eue, c'est une dame qui est en reconversion. Et donc, je savais qu'on avait notre conférence aujourd'hui. Donc, je lui dis, tiens, dis donc, c'est quoi le pâtissier de demain? Elle m'a pas répondu. Alors qu'elle est en reconversion, elle travaille chez Darégal, elle est à la recherche et développement sur des produits, donc super poste, elle veut faire pâtissière. Mais elle ne sait pas ce que c'est que la pâtisserie. C'est la première fois qu'elle le découvre chez nous. Mais elle a arrêté, elle s'est mise au chômage, elle a changé de métier. Mais là, eh ben, ce week-end, je ne l'ai pas vue. Enfin, en général, les femmes, elles peuvent concilier plusieurs choses quand même, donc je pense qu'elles peuvent exercer ce métier. J'ai pas dit que c'était pas bien, mais je dis, faut le faire savoir. Faut le faire savoir, faut le montrer et être exemplaire. C'est que, mais comme, même pour soit un homme ou une femme. Moi, je prends beaucoup d'étudiants, enfin, on prend beaucoup de troisième. Des fois, il me dit, ah, vous en prenez un peu trop. Je dis, mais moi, j'ai commencé en stage de troisième. Donc, je sais ce que c'est. J'ai eu la chance d'avoir un patron qui m'a fait aimer le métier. Mais si on ne prend pas ces troisièmes, ils arrivent dans le métier, et puis, comme il dit, tous ses copains, ils vont arrêter le métier. C'est compliqué, ça, je trouve. Parce qu'on en perd quand même beaucoup, on en forme beaucoup, mais on en garde combien sur tous ceux qu'on forme? Et on a tous le même problème, hein. Si j'en parle à plein de collègues, ils ont tous le même problème. Il y en a plein qui arrêtent le métier au bout de 5-6 ans. Alors ça, c'est la faute aussi des patrons. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit, Emmanuel, en fait. Il manque quelque chose. Moi, j'ai été contre l'armée tout le temps. J'ai eu peur d'y aller, donc j'avais les jetons d'y aller, j'ai tout fait pour me faire réformer. Mais ce qui manque maintenant, c'est l'armée. Et cette cohésion qu'on avait à l'armée, dans les chambrées, parce que c'est ça en fait, le maillon, ce que tu as dit, c'est ça. Et c'est pareil dans nos labos. Il faut qu'on ait cette force en fait de pouvoir remplacer quelqu'un au cas où. Chez nous, tout le monde peut être remplacé. Il y a un accident de travail chez nous, tout le monde peut être remplacé. Et ça, c'est grâce à l'armée que je l'ai appris. Et sauf ce que maintenant, il n'y a plus. Avant, on avait cette formation à l'armée de bah oui, il faut aider l'autre, il ne faut pas partir sans que l'autre ait fini, mais c'est hyper important. Maintenant, l'autre, il a fini, il quitte son poste, il s'en va. Bah non, tu remontes. Va déjà demander aux autres, ils ont fini. L'engagement. Non, l'engagement. Ouais. Et l'engagement, est-ce qu'on l'a encore? L'esprit d'équipe, c'est ça. C'est exactement ce que tu viens de dire. Tu vas chercher une bouteille d'eau, pourquoi tu me demandes pas si j'en ai besoin d'une? Vous vous rendez compte? C'est un très beau mot de la fin, Frédéric, effectivement, l'engagement. En lien aussi avec Nadia. Steven, est-ce que vous avez un mot de la fin? Alors, on a parlé de digitalisation, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez nous dire pour clôturer cette conférence? Au niveau de la digitalisation? En général, sur... La digitalisation, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre métier actuellement. Ça a permis vraiment de pousser le métier en avant. Ça a permis une belle exposition à l'international, ça permet aux pâtissiers d'échanger des techniques, des recettes, de promouvoir aussi le métier, de toucher un public beaucoup plus large qu'il y a 20 ans. C'est aussi ce qui a permis à notre métier aujourd'hui d'être un peu un métier star. Le pâtissier d'aujourd'hui, c'est plus le même qu'il y a 20 ans. C'est devenu vraiment, on peut dire, un personnage presque public, il a une vraie notoriété. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper positif. Maintenant, comme toute bonne chose, il y a un revers. Et je pense qu'on est un petit peu en plein dedans. On a eu énormément de gens qui sont du coup venus vers ce métier qui est devenu très populaire. Et on a beaucoup de pâtissiers maintenant qui ont ouvert des boutiques. Il y a beaucoup plus de bons pâtissiers qu'il y a 20 ans. Je pense je connais pas une ville où il n'y a pas au moins un grand pâtissier ou quelqu'un qui a un titre, meilleur ouvrier de France, champion du monde, voilà. Et ces gens-là, ils ont ouvert des boutiques. On a des palaces qui sont rentrés dans cette brèche-là aussi pour aussi, eux, ouvrir des boutiques, des cuisiniers qui se mettent à ouvrir des chocolateries, des pâtisseries. Et il y a de plus en plus d'offres sur le marché, et je pense que on n'a pas moins de pâtissiers qu'avant, c'est juste qu'il y a beaucoup plus de boutiques qu'avant. Voilà. Donc c'est un petit peu le revers de cette média aujourd'hui, de la médiatisation et de la starification du métier. Très juste. Peut-être Emmanuel, un dernier mot pour la fin? Ensuite, on va laisser la salle poser quelques questions. Oui, non, j'ai pas de mot particulier, si ce n'est le fait de faire confiance et d'aimer cette jeunesse, en fait, en conclusion. Je pense que c'est la base. Hein. Et de remettre l'humain au cœur du système. C'est important. Très belle conclusion, mesdames et messieurs.